The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Le juge président, bonjour à tous. Je souhaite une bonne journée aux participants ainsi qu'à M. Saïd. Je vais présenter donc la Chambre. À ma droite se trouve le juge Antoine Kessambeni Midoua. À ma gauche, la juge Tomoko Akane. Je suis Rosario Salvatore Aitada, juge président. Monsieur le greffier, veuillez appeler l'affaire. Le greffier d'audience, bonjour Monsieur le Président. Il s'agit de la situation en République centrafricaine 2, en l'affaire le procureur contre Mahamat Saïd Abdelkani, référence de l'affaire ICC 0114 0121. Nous sommes en audience publique. Le juge président, je vous remercie. Je rappelle à tout un chacun que vous devez parler lentement afin de permettre aux interprètes de faire leur travail correctement. Avant de commencer l'audience de confirmation des charges, la Chambre souhaiterait répondre à la requête formulée par la défense le 11 octobre, c'est-à-dire hier, 11 octobre 2021. Mais auparavant, je vais demander aux parties de bien vouloir se présenter. Je vais commencer par l'accusation. Monsieur le procureur, pourriez-vous vous présenter ainsi que votre équipe? Monsieur Khan. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Je m'appelle Karim Khan, je suis procureur de la Cour pénale internationale. Je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Eric McDonald, premier substitut du procureur. Madame Ramou Fatima Bitaï, qui est case manager de cette affaire, et Madame Von Bailey. Le Président, merci. Madame Naouri, pouvez-vous présenter votre équipe, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. À côté de moi, Maître Jacobs. Derrière moi, Maître François Jacquemin, ainsi que notre case manager Victoria Aman-Lani. Et quant à moi, je suis Jennifer Naouri, conseil principal pour Monsieur Saïd. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, merci beaucoup. Madame Counsel. Le juge président, la représentante du Bureau du Conseil public pour les victimes, veuillez vous présenter et présenter vos collègues, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je suis Sarah Pellet, conseil au Bureau du Conseil public pour les victimes, et à côté de moi, Caroline Walter, juriste pour le Bureau du Conseil public pour les victimes. Thank you very much. Le juge président, merci. Comme je l'ai indiqué précédemment, la Chambre va d'abord se prononcer sur la requête formulée par la défense hier, 11 octobre 2021, afin d'être autorisée à interjeter appel de la décision relative à la requête de la défense aux fins de reporter la date de confirmation de l'audience de confirmation des charges. Document numéro 201. Je vais maintenant donner la parole au bureau du procureur ainsi au bureau du Conseil public pour les victimes s'ils souhaitent réagir brièvement. Monsieur le procureur, Monsieur Khan, avec votre permission, c'est Monsieur McDonald qui répondra au nom de l'accusation. Le président, Monsieur McDonald, vous avez la parole. Thank you very much. Monsieur McDonald, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer en anglais, car il s'agit de questions juridiques. I shall be brief. Et je serai bref et concis. La requête de la défense afin d'être autorisée à interjeter appel devrait être rejetée à notre sens. Les deux questions soulevées par la défense ne reflètent pas correctement votre décision ou alors indiquent que la défense est en désaccord avec cette décision. En conséquence, la défense n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une question qui mérite de faire l'objet d'un appel.
et qui découle véritablement de la décision que vous avez prise. Et pour ces motifs uniquement, la requête de la défense devrait être rejetée. Et étant donné que ces questions ne découlent pas de la décision, l'accusation ne voit pas l'utilité d'aborder les autres aspects conformément à l'article 81.2. Je vais traiter brièvement les deux questions soulevées par la défense. La première question peut être résumée ainsi. La défense tente de faire valoir au paragraphe 31 de sa requête que la Chambre n'a pas motivé sa décision lorsqu'elle a, je cite, lorsqu'elle a décidé que le report de l'audience de confirmation de charge est une question grave qui ne doit être prise que dans des cas exceptionnels eu égard à ses conséquences pour les intérêts des parties dans la procédure. Fin de citation. La première question soulevée par la défense ne reflète pas correctement la décision et par conséquent, elle ne constitue pas, elle n'en découle pas véritablement. Pourquoi? Eh bien parce que la Chambre a bel et bien expliqué comment elle est parvenue à sa conclusion de ne pas reporter l'audience de confirmation des charges et a répondu amplement aux arguments présentés par la défense dans sa requête. La Chambre a évoqué les intérêts concurrents des parties. Non, pardon. La référence faite par la Chambre aux intérêts concurrents des parties était un des motifs évoqués par la Chambre lorsqu'elle a rejeté la requête de la défense. De plus, l'accusation comme la défense ont intérêt à ce que la procédure soit menée avec célérité. A priori, cette référence qui est faite par la Chambre, et surtout parce que l'accusation s'oppose à la requête de la défense de reporter la confirmation des charges, la Chambre a donc réagi ou répondu à cet argument. Donc, nul besoin de répéter les mêmes arguments en traitant de la question des intérêts concurrents. Je vais maintenant aborder la deuxième question. Comme je l'ai indiqué précédemment, cette question ne reflète pas non plus correctement la décision et ne découle pas véritablement de celle-ci. En effet, la deuxième décision peut être expliquée de la manière suivante, et elle se trouve à la page 12 de la requête. Est-ce que la Chambre préliminaire a garanti, dans la décision contestée, le droit de la défense à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense? Droit inscrit à l'article 67.1 du statut de Rome. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, la défense fait valoir en outre à la page 13 et 14, aux pages 13 et 14 de sa requête que la Chambre n'a pas pris en compte, premièrement, les circonstances de l'espèce lorsqu'elle a rejeté la requête et, deuxièmement, la Chambre n'a pas traité de la nécessité ou l'obligation pour la défense de procéder à l'analyse de la totalité des éléments dont dispose l'accusation, et ce pour se préparer utilement à l'audience de confirmation des charges. Contrairement aux arguments avancés par la défense, la Chambre a bien pris en compte les circonstances de l'espèce. D'ailleurs, vous avez parlé amplement des différentes circonstances entourant les observations et les arguments présentés par la défense. De plus, et contrairement aux arguments avancés par la défense, au paragraphe 21 de sa décision, la Chambre a répondu aux arguments de la défense, à savoir que celle-ci a besoin de plus de temps pour répondre à tous les arguments avancés par l'accusation, ou à tous les éléments divulgués par l'accusation. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous affirmons en tout respect que le simple désaccord de la défense par rapport aux conclusions de la Chambre ne constitue pas en soi un appel interlocutoire.
Par conséquent, la requête de la défense doit être rejetée. Je vous remercie, j'en ai terminé. Thank you, Mr. McDonald. Le juge président, je vous remercie, monsieur le procureur, monsieur McDonald. Maître Pellet, est-ce que vous avez des observations à formuler? Merci, Monsieur le Président. Dans une volonté d'aller vite sur cette question, nous soutenons, nous sommes d'accord avec les conclusions présentées par le bureau du procureur. Les deux questions soulevées par la défense dans sa demande d'interjeter appel constituent de simples désaccords avec les conclusions de votre Chambre dans sa décision rejetant le report de l'audience de confirmation des charges et en conséquence la requête doit être rejetée dans son intégralité. Mais puisqu'il s'agit pour moi de la première occasion qui nous est donnée d'exprimer les vues et préoccupations des victimes, je souhaiterais par ailleurs souligner que les victimes souhaitent la tenue rapide de l'audience de confirmation des charges afin d'obtenir les explications qu'elles attendent sur les crimes qui les ont affligés. Je tiens également à souligner que les droits à la célérité de la procédure et que, contrairement à ce qu'affirme et semble croire la défense, le droit à la célérité de la procédure n'est pas un droit qui est avant tout celui de l'accusé. Je cite le paragraphe 32. Il ressort non seulement des principes généraux de droit, mais également de la jurisprudence constante de cette Cour, que l'ensemble des parties et participants sont concernés par l'application de ce droit, et notamment les victimes qui participent à la procédure et qui, je l'ai dit, attendent des explications sur les crimes qu'elles ont subis depuis 8 ans. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Madam Counsel. Le juge président, merci, Maître Pellet. Nous allons suspendre l'audience pendant environ 30 minutes et nous allons nous revoir autour de 10h15. Merci. Please be seated, veuillez vous asseoir. Welcome back. Le juge président, bonjour à nouveau. La Chambre s'apprête maintenant à rendre sa décision relative à la requête formulée par la défense afin d'être autorisée à interjeter appel de la décision sur la requête de la défense afin de repousser la date d'audience de confirmation des charges, document 201. La Chambre rappelle l'article 82.1d du statut de Rome.
La requête de la défense soulève deux arguments. Le premier est que la décision n'est pas motivée, s'agissant de la conclusion de la Chambre que les intérêts concurrents des parties dans la procédure doivent être pris en compte avant de décider de reporter la date de l'audience de confirmation des charges ou pas. Deuxièmement, la défense fait valoir que la requête ou la décision ne tient pas compte des circonstances particulières de l'espèce et la défense et des arguments de la défense quant à la nécessité d'examiner tous les éléments qui ont été divulgués par l'accusation. La Chambre note également les observations formulées par oral par le bureau du procureur et par le bureau du conseil public pour les victimes, s'agissant de la requête de la défense. La Chambre décide ainsi. Les arguments soulevés par la défense ne découlent pas de la décision et ne font donc pas l'objet d'un appel au titre de l'article 82.1d du statut de Rome. S'agissant du premier argument, la défense ne reflète pas correctement la décision de la Chambre qui a bel et bien traité de l'argument de la défense. S'agissant du deuxième argument de la défense, la Chambre note que la défense, à nouveau, ne reflète pas correctement la décision puisqu'il s'agit simplement d'un désaccord avec la Chambre. Dans sa décision, la Chambre a en effet pris en compte toutes les circonstances de l'espèce et a pris de nombreuses mesures pour tenir compte du besoin de la nécessité pour la défense de disposer de plus de temps. Donc la question ne peut pas faire l'objet d'un appel. En conséquence, la Chambre note qu'il n'est donc pas nécessaire de traiter les autres conditions prévues à l'article 81.1d. En conséquence, la Chambre rejette la requête de la défense dans son intégralité et poursuit donc l'audience prévue. Merci. S'agissant de l'objet de cette audience aujourd'hui, c'est-à-dire la confirmation des charges présentées par le bureau du procureur contre M. Saïd, j'ai l'obligation de rappeler qu'à ce stade, la Chambre ne statuera pas sur la culpabilité ou l'innocence du suspect, conformément à l'article 61.7 du statut de Rome. Notre rôle consiste à déterminer s'il existe des motifs suffisants pour déterminer qu'il existe des motifs substantiels de croire que M. Saïd a commis les crimes qui lui sont reprochés. Les principes généraux suivants s'appliquent à l'audience de confirmation des charges. Premièrement, conformément à l'article 66 du statut de Rome, le suspect sera présumé innocent jusqu'à preuve du contraire devant la Cour. Deuxièmement, le fardeau de la preuve incombe au bureau du procureur, qui devra présenter suffisamment de preuves pour démontrer que les charges présentées contre M. Saïd satisfont aux critères de l'article 61.7 du statut de Rome. La défense bénéficie de tous les droits prévus à l'article 67 du statut de Rome. Je rappelle également que, d'une manière générale, l'audience se déroulera en public et par conséquent, nous tiendrons notre audience en audience publique. Mais il se peut que pour protéger des informations confidentielles ou des personnes en particulier, notamment des victimes et des témoins, certaines portions de l'audience pourront avoir lieu à huis clos partiel et la décision sera prise en conséquence par la Chambre. Conformément à l'ordonnance portant calendrier de l'audience de confirmation des charges, écriture 172 du 14 septembre 2021, les parties et les participants disposeront de 20 minutes chacune pour faire des déclarations liminaires et disposeront d'1 heure et demie pour présenter des observations en application de la règle
111 du règlement de procédure et d'épreuve, ainsi que les réponses aux observations des uns et des autres. L'accusation disposera d'une demi-heure et la défense de 3h30 pour présenter leurs arguments sur le fond. Le bureau du conseil public pour les victimes disposera d'1 heure pour présenter ses observations sur le fond. Les parties et les participants disposeront à la fin de 30 minutes pour présenter d'ultimes observations. Je rappelle que les parties et les participants devraient être concis dans leurs observations, éviter les répétitions. Surtout, rappelez-vous que les observations au titre du règlement 111 sont l'occasion de présenter des objections ou des arguments qui n'ont pas été présentés à la Chambre précédemment. Les parties et les participants devront donc s'abstenir de ressasser les mêmes arguments ou de reformuler des arguments qui ont déjà été présentés. Deuxièmement, les déclarations de clôture ne peuvent pas être utilisées pour soulever de nouveaux arguments, mais simplement pour répondre à des arguments et des questions soulevées lors du débat. En principe, je rappelle aussi que lorsque les parties et les participants font référence à une pièce ou un élément de preuve, ils doivent indiquer le niveau de confidentialité et préciser s'il est nécessaire de passer à huis clos partiel ou à huis clos. En outre, lorsque nous sommes en audience publique, les parties et les participants s'abstiendront de mentionner les noms de victimes et de témoins. Nous les invitons à utiliser les pseudonymes uniquement. Conformément au règlement 111, paragraphe 1 du règlement de procédure et de preuve, je demande au greffier de donner lecture des charges telles qu'elles sont présentées par le procureur en version abrégée dans le document de notification des charges. Je rappelle que la défense a renoncé à son droit à ce que le document soit lu dans son intégralité, mais je m'adresse au public. La version intégrale de ce document est publique, elle est disponible au public et elle contient des détails plus précis s'agissant des charges. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture des charges, à la version abrégée des charges. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Le résumé des crimes dont est accusé Monsieur Kani. Le procureur porte 14 charges contre Monsieur Mahamat Saïd Abel Kani, portant sur 2 lieux de détention à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Premièrement, les chefs d'accusation 1 à 7 portent sur des crimes commis sur un site de détention connu comme étant l'Office central de la répression du banditisme, OCRB, à partir du 12 avril 2013 au moins jusqu'au 30 août 2013, portant sur des personnes considérant comme étant des soutiens de François Bozizé, l'ex-président de la République centrafricaine. Deuxièmement, les charges 8 à 14 portent sur des crimes ayant trait à des actes commis au site de détention connu comme étant le Comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques, ou CEDAD, en bref, entre mi-septembre 2013 et le 8 novembre 2013. Les crimes sont les suivants. Crimes commis à l'OCRB depuis le 12 avril 2013 au moins jusqu'au 30 août 2013, c'est-à-dire les chefs 1 à 7. Chef 1, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique constituant un crime contre l'humanité visant des personnes considérées comme des partisans de Bozizé détenus à l'OCRB entre le 12 avril 2013 et le 30 août 2013, sanctionné par l'article 7.1e. Chef 2, torture constituant un crime contre l'humanité à l'encontre de personnes considérées comme des partisans de Bozizé
commis à l'OCRB, y compris au moins 16 personnes qui ont été attachées selon la technique de l'arbat-tachar et d'autres détenus qui ont été gravement maltraités d'autres façons entre le 12 avril 2013 et le 30 août 2013 vers cette date, sanctionnée par l'article 7.1f. 3. Torture. Chef 3. Torture constituant un crime de guerre à l'encontre de personnes considérées comme des partisans de Bozizé et commis à l'OCRB, y compris 16 personnes qui ont été attachées selon la technique de l'arbat-tachar et d'autres détenus qui ont été gravement maltraités d'autres façons entre le 12 avril 2013 et le 30 août 2013 ou vers cette date. Chef sanctionné par l'article 8.2CI4. Chef 4. Traitement cruel constituant un crime de guerre commis à l'OCRB à l'encontre de personnes considérées comme des partisans de Bozizé, y compris au moins 16 personnes qui ont été attachées selon la technique de l'arbat-tachar et d'autres détenus qui ont été gravement maltraités d'autres façons entre le 12 avril 2013 et le 30 août 2013 ou vers cette date est sanctionné par l'article 8.2C1.3. Chef 5. Autres actes inhumains constituant un crime contre l'humanité à l'encontre de personnes considérées comme des partisans de Bozizé qui ont été détenus dans des conditions déplorables à l'OCRB et qui ont subi des violences verbales et physiques, y compris pendant les interrogatoires, du 12 avril 2013 ou vers cette date jusqu'au 30 août 2013 ou vers cette date, sanctionné par l'article 7.1k. 6. Atteinte à la dignité de la personne constituant un crime de guerre visant des personnes considérées comme des partisans de Bozizé qui ont été détenues dans des conditions déplorables à l'OCRB et ou qui ont été attachées selon la technique de l'arbat-tachar et ou qui ont subi des violences verbales et physiques du 12 avril 2013 ou vers cette date jusqu'au 30 août 2013 ou vers cette date, sanctionné par l'article 8.2c. 8.2, surprend l'interprète. Chef 7. Persécution, un crime contre l'humanité pour des motifs d'ordre politique, ethnique, religieux et ou sexiste concernant les personnes détenues à l'OCRB sur la base des faits sous-jacents au chef 1 à 6, sanctionné par l'article 7.1h. Maintenant, crime commis à la concession de la CEDAD entre le mi-septembre 2013 et le 8 novembre 2013. Chef 1 à 14. Chef 8. Emprisonnement constituant un crime contre l'humanité à l'encontre d'au moins 33 personnes dans l'enceinte du CEDAD entre la mi-septembre et le 8 novembre 2013, sanctionné par l'article 7.1e. Chef 9. Torture constituant un crime contre l'humanité commis dans l'enceinte du CEDAD dans la mesure où plusieurs hommes ont été menottés les uns aux autres pendant plusieurs semaines, encagoulés pendant de longues périodes, notamment avec des cagoules contenant de la poudre de piment, battus jusqu'à en perdre connaissance, immergés sous l'eau pour simuler une noyade, ou attachés selon la technique de l'arbat-tachar, et ont subi d'autres actes de gravité comparables entre la mi-septembre et le 8 novembre 2013, sanctionnés par l'article 7.1f. Chef 10. Torture, constituant un crime de guerre, commis dans l'enceinte du CEDAD, également relié aux actes décrits au chef 9, entre la mi-septembre 2013 et le 8 novembre 2013, sanctionné par l'article 8.2c1.4. Chef 11. Traitement cruel, constituant un crime de guerre, commis dans l'enceinte du CEDAD, également relié aux actes décrits au chef 9, entre la mi-septembre et le 8 novembre 2013, sanctionné par l'article 8.2c1 à 3. Chef 12. Autres actes inhumains constituant un crime contre l'humanité, dans la mesure où au moins 33 personnes ont été détenues au CEDAD dans des conditions déplorables entre la mi-septembre et le 8 novembre 2013,
et où les Seleka du CEDAD ont refusé de reconnaître leur arrestation, leur détention et leur enlèvement, ou de renseigner leurs familles sur leur sort, sur le lieu où ils se trouvaient, ce qui est sanctionné par l'article 7.1K. Chef 13. Atteinte à la dignité de la personne constituant un crime de guerre à l'encontre d'au moins 33 personnes qui étaient détenues au CEDAD dans des conditions déplorables et ou qui ont été attachées selon la technique de l'arbatachar et ou qui ont été battues ou qui ont subi des violences verbales et physiques entre la mi-septembre 2013 et le 8 novembre 2013, sanctionné par l'article 8.2c2. Chef 14. Persécution constituant un crime contre l'humanité pour des motifs d'ordre politique, ethnique, religieux et ou sexiste à l'encontre d'au moins 33 personnes détenues au CEDAD sur la base des faits sous-jacents au chef 8 à 13, sanctionné par l'article 7.1H. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Les parties maintenant ont 20 minutes chacun et nous allons bien sûr donner la parole au procureur. Vous avez la parole pour 20 minutes, Monsieur le procureur. Monsieur Khan, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, c'est un privilège pour moi que de m'adresser à vous, de m'adresser à cette Chambre pour la première fois en ma qualité de procureur. D'emblée, permettez-moi de rappeler la résilience, le courage et la patience des survivants, les témoins et les victimes qui ont courageusement contacté le bureau du procureur pour raconter des récits détaillés sur lesquels nous nous fondons pour présenter nos preuves dans le cadre de cette affaire et pour lesquels nous recommandons que le suspect soit jugé. Le fait que nous soyons aujourd'hui ne va pas de soi. En effet, au cours des derniers mois de 2019, les enquêtes diligentées par notre bureau ont été suspendues, faute de ressources. Ensuite, les enquêtes et les activités de la Cour se sont ressenties, à l'instar du reste du monde, par la pandémie mondiale qui se poursuit à ce jour. Mais le fait que nous soyons ici aujourd'hui est la conséquence de partenariats. Suffisamment de personnes de bonne disposition, désireuses de dire la vérité, se sont mises ensemble pour faire en sorte que des allégations puissent faire l'objet d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et que des juges impartiels puissent se prononcer sur le sort du suspect. C'est la beauté de cette Cour et c'est sur cette base que je m'adresse à vous aujourd'hui. Force est de remercier infiniment, pas uniquement les survivants et les victimes qui font partie de la première catégorie, mais aux organisations internationales, aux ONG. Et je crois qu'il convient de dire d'abord un grand merci aux autorités nationales de République centrafricaine. C'était le désir de rendre des comptes qui a poussé la République centrafricaine à renvoyer cette affaire devant la Cour le 30 mai 2014. Monsieur le Président, en tout respect, je dois rendre hommage également à vous, à votre chambre préliminaire. En moins de 10 mois, depuis l'arrestation de M. Saïd, vous avez réussi à mettre en place une série de procédures qui permet le respect de la présomption d'innocence et qui nous permet de présenter donc notre thèse qui sera minutieusement analysée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, Monsieur Mahamat Saïd Abdelghani a 51 ans. Nous avons entendu les charges qui lui sont reprochées et dont il a été
donner lecture. Vous trois juges de cette Chambre connaissez l'agonie qu'a vécue la République centrafricaine à partir de 2012. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, permettez-moi de rappeler ce qui de notoriété publique. Le président Bozizé, après avoir passé près d'une décennie au pouvoir, a été chassé du pouvoir par le groupe armé appelé Seleka. C'était un amalgame de factions différentes qui se sont mises ensemble à cette fin. La Seleka, majoritairement musulmane, s'en est prise à ceux qui étaient considérés comme des partisans de l'ancien président Bozizé. Pour eux, ces personnes étaient des sympathisants perçus et à leurs yeux, ils avaient des caractéristiques similaires. Principalement, ils étaient chrétiens. Ils résidaient dans certaines parties de Bangui. Ils s'en sont pris à ceux qui travaillaient dans certaines professions, à ceux qui travaillaient pour l'ancien gouvernement du président Bozizé. Les éléments de preuve que nous allons présenter montreront que les hommes étaient les principales cibles de ce groupe. Toutes ces raisons s'imbriquent pour constituer la charge de persécution au titre de l'article 7.1f, c'est-à-dire la persécution pour des motifs d'ordre religieux, ethnique et sexiste. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, c'est ces vices qui ont été infligés par la Seleka, ces crimes dont nous disons qu'ils se sont produits, qui ont galvanisé la communauté afin que celle-ci crée des structures qui lui soient propres pour s'autodéfendre contre ces attaques. Et parallèlement à cela, les anciennes forces, les anciens partisans du président Bozizé se sont organisés à partir du Cameroun et de la République démocratique du Congo et se sont mis ensemble pour infliger sévices et malheurs à la population centrafricaine. Comme vous le savez, la Chambre de première instance 5 connaît de l'affaire Yekatom Ngaïsona. Les allégations de cette affaire concernent ce qu'on a appelé le mouvement anti-Balaka. Malheureusement pour les Centrafricains, parce que la population n'a pas été épargnée par la Seleka. Et cette affaire est un cliché instantané, une image ponctuelle d'une série d'actes criminels qui méritent d'être appréciés par votre Chambre. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, quant au respect, et c'est à vous qu'il appartiendra d'apprécier les faits, cette affaire est très simple. Il ne s'agit pas pour vous de vous pencher sur des théories complexes, sur des modes de responsabilité relatives à un commandant hiérarchique ou un supérieur civil loin du théâtre de conflit. Pas du tout. C'est une affaire qui concerne la détention d'individus. Les éléments de preuve montreront que M. Saïd était présent lorsque tout cela s'est produit. Il a encouragé, il a facilité et a contribué à des passages à tabac et à des sévices qui sont reflétés dans le document de notification des charges. Des personnes ont été placées dans des postures épouvantables, sans respect pour leur dignité humaine. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le comportement qui est reproché au suspect s'est produit
dans le cadre d'un conflit armé à caractère non international. Et nous faisons valoir que M. Saïd savait que ses concitoyens étaient pris pour cible simplement parce qu'ils étaient considérés comme des partisans de Bozizé. C'était la raison unique pour laquelle leur humanité a été bafouée, leurs droits ont été bafoués. Il savait que son propre comportement s'inscrivait dans le cadre de ce conflit prolongé. Et c'est dans ce contexte que des personnes ont été violées, tuées et persécutées pour ces motifs. Soyons clairs, M. Saïd n'est pas accusé d'avoir commis des viols ou des crimes qui sont sous-jacents aux faits de l'espèce. Mais, à notre sens, il ne saurait plaider l'ignorance, car il est important de noter que, et cela sera confirmé par les éléments de preuve et les charges, à l'époque, il était en charge de l'OCRB. Le monde savait déjà que des viols étaient commis à l'OCRB. Les pleurs, les cris des victimes ont été entendus jusqu'à Genève et par des organisations internationales. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Au document CAR OTP 2001-1759, à la page 1764, selon Human Rights Watch, en mai 2013, des viols auraient été commis à Bangui. À l'époque, M. Saïd était activement et participait activement à des enlèvements, aux interrogatoires, participait à la gestion du CEDAD, au centre de détention du CEDAD. Et le bureau du haut-commissaire pour les droits de l'homme à Genève a noté en 2013, dans un rapport sur la situation des droits humains en République centrafricaine, que des gens étaient violés parce qu'ils étaient considérés comme des partisans de Bozizé à Bangui. Par exemple, 7 femmes ont été violées lors d'un incident, et selon une autre source, 4 femmes ont été violées, et selon d'autres sources, une fillette de 12 ans a été violée. M. Eric MacDonald, évidemment avec la permission de votre Chambre, étoffera les éléments de preuve ou mettra en exergue des éléments de preuve qui, à notre sens, revêtent une pertinence particulière pour votre appréciation. Mais une chose ressort clairement de tout cela. S'agissant des attaques survenues en avril 2013 et en août 2013 à Boirabe, donc les éléments de preuve divulgués démontrent que M. Saïd était présent. C'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait que, vu l'ampleur du conflit et la volonté aveugle de s'en prendre aux civils, donc tout cela est connu. Monsieur le Président, l'OCRB mais il y a peut-être une forme effroyable de torture et de sévices qui illustre le mépris total du caractère saint de la vie humaine, quelle que soit son origine ethnique, sa confession. Quiconque, du fait de leur appartenance à l'espèce humaine, sera révolté par la technique de l'arbatachar, une forme de torture. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de révéler quelque information confidentielle que ce soit lors de cette audience. Avec votre permission, je vous demanderai d'appuyer sur le pavé évidence 2. Vous verrez alors une photographie qui
en dit long sur les sévices. Il s'agit là d'un survivant, une personne qui, par la grâce de Dieu, a survécu et a pu raconter ce qui lui est arrivé. Les blessures que l'on peut voir sur ses bras, sur son épaule, il s'agit du P547, eh bien, ce sont les conséquences des sévices connus sous le nom d'Arbatachar, où c'est une technique qui consiste à ligoter les bras, les coudes et les jambes de la personne, de manière à ce que la poitrine soit bombée et pour lui faire subir une forme de cruauté épouvantable. Cela a été fait à dessein. 547 that at paragraph 59 of his statement, he states he was so bad. La douleur était extrême, à tel point qu'il a demandé à ses tortionnaires de mettre fin à sa vie. Il y a une autre photo qui exprime de façon encore plus éloquente que ce que je pourrais dire la gravité de leurs actes. Regardez ces photos, par exemple. Ce trou, en fait, c'est le lieu où étaient détenus nombre de ces personnes malheureuses, dans des conditions terribles, sans toilette, sans nourriture, sans quelque soin que ce soit. Et par-dessus eux, il y avait M. Saïd. Dans cette pièce, dans ce lieu, eh bien, c'est là que se trouvait son bureau. D'ailleurs, les éléments de preuve dont nous disposons le montreront et le prouveront. Il fréquentait cet endroit. Il était au-dessus de ces personnes. Il piétinait leurs droits. Il ne peut plaider l'ignorance. L'odeur était nauséabonde. Il était très proche de ces crimes. Et ce type de crime a donné lieu aux charges dont vous aurez à connaître, Monsieur le Président. Et vers la fin du mois d'août, lorsqu'il a été transféré de l'OCRB, son supérieur, Noureddin Adam, l'a nommé au CEDAD. Il s'agissait du siège du service de renseignement de la République centrafricaine qui a été transformé avec l'assistance, la connivence et les actions de M. Saïd, qui a été transformé en centre de détention non officiel. Là encore, le même type de sévices a été infligé, des flagellations, des passages à tabac, tout cela s'est poursuivi, et de l'Arbatachar, et tout cela est contenu dans notre dossier. Les parents des détenus n'ont jamais été informés du sort de leurs proches. Parfois, ils étaient des semaines sans savoir où ils étaient. Ils ne savaient pas s'ils étaient morts. Et cette agonie, ce traumatisme qui a été infligé aux parents, puisque les détenus étaient détenus incommunicado, eh bien, est reflété par la charge d'autres actes inhumains. Monsieur le Président, au début de mon mandat de procureur, j'ai donné comme instruction à tous mes premiers substituts de certifier ou de confirmer qu'il y a de réelles possibilités de condamnation. Et on me dit aujourd'hui qu'à l'évidence, la norme est satisfaite. Avec votre permission, il faut donner aux victimes voix au chapitre et aux survivants voix au chapitre pour leur donner une sorte de justice, une certaine forme de justice et de reddition de comptes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je ne les oublie pas, je les ai toujours à l'esprit. Je lis sur Twitter, je lis sur le site de la Cour, j'ai vu des photos de personnes dans différents endroits qui suivent ces procédures. Permettez-moi simplement de dire que mon bureau et moi-même nous engageons à faire de notre mieux pour travailler en étroite collaboration avec la population centrafricaine afin de développer des liens ou de tisser des liens encore plus profonds avec eux ainsi qu'avec les autorités nationales
de la République centrafricaine, la Cour spéciale de République centrafricaine, dans le respect du principe de la complémentarité. J'ai dit à maintes reprises dans différents forums que la justice doit être rendue, quel que soit le forum. C'est le principe de la justice qui importe. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, aujourd'hui, votre Chambre est le forum où la justice sera rendue. Et nous sommes certains qu'après avoir apprécié tous les éléments de preuve, vous enverrez cette affaire, le suspect, afin qu'il soit jugé. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur, de ces propos liminaires. De façon générale, c'est en effet la première fois que vous parlez à une chambre en tant que procureur de la Cour pénale internationale et nous vous souhaitons bien sûr énormément de réussite dans vos affaires. Il est 11 heures. Nous allons lever la séance pendant une demi-heure et nous reprendrons donc dans une demi-heure en écoutant Maître Pellet pour les victimes. Merci beaucoup donc et une demi-heure de pause.